Merci d'avoir suivi cette représentation avec nous. Je vous invite à me suivre. On va commencer la deuxième partie de cette soirée. Comme vous le savez, pour ceux qui maintenant nous suivent dans le festival Parole citoyenne, la deuxième partie de chaque soirée, c'est une rencontre. Autour de moi, ce soir, j'ai proposé à Hakim Jaziri, bien sûr, l'auteur et l'interprète de cette pièce, de nous rejoindre. Et puis, on a invité deux personnes qui nous ont fait la joie de nous rejoindre. La première, c'est Yaïma Naï, c'est une historienne. Et la seconde, c'est Rachid Benzine, un islamologue. La rencontre s'annonce passionnante. Venez. Ça va, PJ? Ça va, merci. Ça va, messieurs? Vous avez la chance ici de voir des endroits dans ce théâtre qui sont d'habitude pas du tout proposés aux spectateurs. Donc profitez-en et surtout restez avec nous. La rencontre commence dans quelques secondes. On va prendre vos questions et on vous attend. À tout de suite. Et vous intervenez dans des quartiers populaires, et on va en reparler tout à l'heure.
faites du théâtre un lieu de transmission. Absolument. Bonsoir et merci d'être là. Merci. Naïma Yahi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Université de Nice Antipolis. Vous travaillez sur l'histoire culturelle de l'immigration et vous avez été co-commissaire de l'exposition Génération, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France, organisée à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Vous êtes directrice de l'association Pangé Network, qui vise notamment à améliorer la connaissance des différentes cultures à l'œuvre en France. Et puis vous êtes également auteur de spectacles et documentaires. On reparlera aussi de cet aspect. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Rachid Benzine, bonsoir. Merci à vous également. Rachid, vous êtes islamologue, politologue, vous êtes enseignant. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques d'Aix, au Maroc, à la faculté protestante de Paris et à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes également romancier, dramaturge, toujours cette question du récit, on va y revenir. Et puis nous avons accueilli il y a quelques temps dans ce théâtre, sur ce plateau, avec un très beau texte, Lettre à Nour, une adaptation de votre ouvrage « Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?» aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Rachid d'être avec nous ce soir. Une première question peut-être, pour commencer avec vous Rachid. Naïma, Rachid, qu'est-ce qu'elle vous a raconté, cette pièce? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ce parcours si singulier, ce parcours très dur, qu'est-ce que ça vous raconte, Naïma? Bon, déjà, merci, cher Hakim, et merci à la troupe et au théâtre de programmer cette belle pièce. Elle nous raconte une part très contemporaine de l'histoire de l'immigration algérienne en France, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai dirigé une exposition sur un siècle de ces présences maghrébines. Et cette séquence qu'on a vue ce soir s'intéresse à un itinéraire qu'elle éclaire d'une singularité, c'est celle d'une immigration liée à la décennie noire en Algérie. Et cette immigration plus contemporaine s'inscrit dans une strate de migration venue d'Algérie qui est très ancienne et très longue. Et cette strate s'ajoute à d'autres, une immigration plus ouvrière, liée à une histoire qui est celle de la guerre d'Algérie. Et cette dernière génération d'immigrés, celle qu'on connaît peut-être moins, est ici éclairée par cette trajectoire meurtrière, ou presque meurtrière en tout cas, et nous dit aussi la complexité des itinéraires et la complexité des enjeux d'identité, notamment pour une immigration qui va fuir l'hydre islamiste, l'extrémisme religieux qui va frapper l'Algérie dans les années 90 et 2000 et qui va aussi frapper la France et qui, par un jeu de miroir en creux, va explorer des questionnements qui vont aussi traverser une immigration plus ancienne, celle des questions de l'identité, des discriminations et notamment de la question de cette fameuse intégration qui va traverser les débats publics depuis une quarantaine d'années et qui va même être antérieure à cet itinéraire meurtrier, puisque l'immigration, on va appeler celle de la génération Beurre, vous avez évoqué ce label Beurre, va lui aussi être mis en lumière à l'occasion de cette question des parcours et des questions que soulève la pièce, les discriminations, la radicalité islamiste, la délinquance, les quartiers populaires, donc toutes ces thématiques que vous explorez dans cette pièce de théâtre, et je pense qu'on va en parler ce soir. Merci Rachid. Pour prolonger immédiatement la réponse de Naïma et vous reposer la question, qu'est-ce qu'elle vous raconte cette pièce et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe et comment on l'explique finalement ce paradoxe, à voir ce jeune personnage fuir un islamisme radical et finalement y retourner? Pour continuer dans le sens de ce que vient de dire Naïma, effectivement, nous avons ici une trajectoire d'un individu avec sa famille, mais ça raconte surtout la question des ruptures. La question des ruptures familiales, la question des ruptures en termes de représentation entre la manière dont vivent ses parents l'islam et lui, et comment, à un moment, le discours islamiste ou celui de Daesh va créer une utopie à laquelle vont adhérer un certain nombre de jeunes. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est quel est ce type de discours que propose Daesh qui arrive à séduire autant de jeunes, et pas simplement des jeunes qui seraient socialement paumés économiquement et psychologiquement, puisque lorsqu'on regarde le parcours de beaucoup de jeunes qui se sont rendus à Daesh avec une utopie mondiale, c'est très important de décentrer la problématique par rapport à la société française. Des jeunes du monde entier, à un moment, ont été attirés vers cette idéologie. Et donc, ce qui est très important,
important, c'est vers où ils vont et qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas. Parce qu'en allant chercher des choses là-bas, ils nous interrogent, nous-mêmes, en tant que société, qu'est-ce que nous avons raté? Qu'est-ce que nous avons raté en termes de discours? Qu'est-ce que nous avons raté en termes, je dirais, de la place des uns et des autres, la question de la mémoire, la question des récits, et puis surtout le besoin d'une utopie. Et je crois que la question de l'espérance, c'est quelque chose qui est fondamental et qui traverse l'ensemble des sociétés. Hakim, oui. Vous avez entendu les contributions de Naïma et de Rachid, leur réaction à chaud. Comment vous vous situez par rapport à cela et est-ce que vous vous reconnaissez dans finalement cet acte d'écriture, quand vous vous êtes dit à un moment donné, il faut que j'écrive ça? Déjà, c'est le contexte que l'on vit actuellement qui m'a fait écrire cette pièce. Il y a 20 ans qui sont passés entre les faits et l'écriture de la pièce. Donc c'est long. On m'a souvent posé la question pourquoi, parce que sans doute qu'il fallait exorciser d'abord tout ça dans un premier temps, et puis dans un second temps, trouver la distance nécessaire pour justement pouvoir le faire. D'abord l'écrire dans un premier temps, et puis l'interpréter dans un second temps, parce que, effectivement, si je n'avais pas ce recul-là, je n'aurais pas pu le faire. Voilà. En tout cas, j'aurais fait quelque chose, sans doute, de plus manichéen, quoi. Voilà. Moins très subjectif, quoi. Ça n'a pas été le cas, et je crois que c'est ce qui, justement, parle aux gens. Mais pour revenir à ce que disait Rachid et juste avant Naïma, j'ai aussi écrit cette pièce pour contrer un discours que j'entends très fréquemment, qui est toujours un discours entre plus ou moins les mêmes personnes. Et c'est un discours qui, moi, en tout cas pour moi, ne reflète pas la réalité. C'est-à-dire qu'on s'arrête beaucoup sur l'islam, on s'arrête beaucoup sur le phénomène de radicalisation, d'abord comme un phénomène à part entière. Pour moi, et je parle à titre personnel et par rapport à l'expérience que j'ai eue, pour moi, le phénomène de radicalisation n'est pas un phénomène. C'est la résultante d'un processus de vie qui est jonché de frustration, de colère, de haine, de rupture. On a parlé de rupture, et c'est une des choses effectivement qui est la plus importante, si ce n'est la plus importante de ma pièce. En réalité, comme vous avez vu, l'islam arrive assez tard, même si la toute première scène en parle. C'était plus symbolique qu'autre chose, mais l'islam arrive tard dans la pièce, parce qu'il fallait aussi passer par tout ça. Moi, ce que j'entends, c'est beaucoup de déshumanisation vis-à-vis de ceux qui passent à l'acte. Et cette déshumanisation ne peut pas, à mon sens en tout cas, nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles ces gens-là passent à l'acte. Donc si on s'arrête uniquement là-dessus, et si on s'arrête uniquement sur un Mohamed Merah sans vouloir comprendre effectivement sa trajectoire, sur des Kouachi sans essayer de comprendre leur trajectoire, Midi Koulibaly, enfin, et d'autres qui sont passés à l'acte ces 5-6 dernières années, pour moi, on passe à côté de l'essentiel. Parce que ce n'est pas la radicalisation, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Si ça arrive du jour au lendemain, c'est qu'il y a un problème psychologique. Mais voilà, je pense, en tout cas l'expérience que j'ai me montre qu'on peut se radicaliser vite, mais ça veut dire qu'il y a une problématique avant cela. Souvent, elle est identitaire. On peut ne pas se radicaliser vite. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est tout un processus, et c'est ce que je décris à travers cette pièce. Et voilà. Merci Hakim. Vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre de la part de Rachid et aussi de Naïma? Je vous donne la parole, Naïma, juste après, sur la question du récit. Je voudrais vous entendre, Hakim, quelques secondes. Le récit de l'histoire qu'on se raconte, l'histoire dans laquelle on se projette, c'est cette absence de récit que vous venez de nous décrire? C'est difficile de répondre à cette question, parce qu'en réalité, c'est pas une démarche réfléchie au sens prémédité du terme. Oui. C'est une démarche qui m'a surprise moi-même. C'est une démarche qui m'a prise de court, et c'est une démarche viscérale. Voilà. C'est-à-dire que il m'est arrivé, comme il peut en arriver parfois à des personnes, à d'autres personnes qui viennent de l'immigration, issues de l'immigration, il m'est arrivé de tomber sur quelqu'un assez décomplexé, qui donc m'a renvoyé tout de suite à ma condition d'Algérien. Donc c'était une agression assez gratuite, et il me semble que ça a été un peu le déclencheur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ça faisait quelques années, en tout cas, que la stigmatisation avait pris une
une envolée supplémentaire. Avant cela, moi-même, je ne me considérais plus comme algérien. Et on n'arrêtait plus de me le renvoyer. Donc je me suis dit évidemment que le malaise grandissait de plus en plus. Et à un moment donné, c'était viscéral de se dire que ce témoignage-là ne pouvait pas rester vain, parce que ce que j'ai vécu il y a 20 ans est absolument d'actualité aujourd'hui. Merci. Naïma, vous souhaitiez réagir ? Non, je disais simplement que ce travail donc de mise en récit sur une scène de théâtre me faisait penser un peu à ce qu'avait fait Robert Merle dans la littérature avec La mort est mon métier, en essayant de décortiquer les processus. Donc, l'ouvrage de Robert Merle faisait le travail de décortiquer l'itinéraire d'un haut responsable nazi, mais l'idée c'est de dire expliquer n'est pas excuser, si on reprend cette antienne de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui lui disait le contraire. Je dirais simplement que le spectacle vivant prend part aussi à cette mise en récit, comme les historiens ou les hommes et les femmes de lettres y concourent au même titre que la recherche. Je dirais simplement qu'on parlait de déconstruction, et déconstruire, c'est aussi déconstruire les catégories. Tout à l'heure, je m'inscris un peu dans la dynamique qu'a initiée Rachid tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre du champ et dire que cet itinéraire singulier vient nourrir aussi une histoire englobante d'un phénomène mondial qui, ici en France, va concerner des enfants de l'immigration dans leur diversité. Là, on parlait d'une immigration plus récente. Ça peut être aussi des Français issus de l'immigration algérienne ou maghrébine qui sont de 3, 4e ou 5e génération. Mais ça a aussi frappé des familles qui n'étaient pas du tout de cette sociologie-là ou de ces origines-là. Et ce discours d'utopie qui va amener à la violence, ça a été une réalité socio-historique qui va concerner l'anarchisme au début des années 80, où des enfants de l'immigration algérienne d'ailleurs vont se fourvoyer. Je pense à des actions terroristes violentes qui n'ont rien à voir avec le fait religieux. Ce sont ces utopies qui vont prendre la forme du religieux aujourd'hui, mais qui ont pris d'autres formes à d'autres époques. Je dirais simplement que nous avons besoin aussi, sur les scènes du spectacle vivant, d'entendre ces récits, d'entendre ces subjectivités. Tout à l'heure, vous parliez d'une volonté d'objectifier votre récit, mais ça reste, j'allais dire, un point de vue du créateur que vous êtes, qui doit nous toucher aussi dans son humanité. Rendre son humanité à ces itinéraires sanglants, meurtriers, ces hommes et ces femmes qui se fourvoient dans la violence au nom d'idéaux et d'utopies que vous déconstruisez dans leur phénomène de manipulation. On voit bien à travers certains de vos personnages ce contrepoids, comme l'a dit Rachid, d'une pratique religieuse autre qui est celle des parents, incarnée par les parents dans la pièce, qui nous rappelle effectivement que c'est un dévoiement du fait religieux. Aucune religion monothéiste n'appelle à la violence pour la violence, et on est dans un dévoiement. Et c'est ce dévoiement que vous explorez dans cette pièce, et qui, moi, m'intéresse en tant qu'historienne, de recontextualiser aussi dans cette complexité. Vous amenez avec cette pièce de la complexité. Merci Naïma, et ça fait écho effectivement à une remarque d'un spectateur que je vous livre en direct, puisqu'on a la chance d'avoir des réactions en direct de tous ceux qui nous suivent ce soir. Gérard Ruin d'Angelo qui nous dit « Le théâtre comme arme de conscientisation et de désamorçage des dangers qui minent notre société, je suis pour le théâtre comme récit ». Hakim, je voudrais rebondir sur ce que vient de nous dire Naïma et Rachid. J'aimerais vous entendre tous les deux sur ce sujet. Je vais partir d'une citation de Rachid. J'espère ne pas vous écorcher, Rachid, dans la citation, vous me dites orphelin de son histoire, nous dites-vous, l'islam contemporain s'ouvre à tous les délires. C'est-à-dire qu'il y a cette question du récit, elle se pose aussi dans l'interprétation et dans la transmission qu'on peut avoir de la religion. Est-ce qu'on peut vous entendre tous les deux sur ce sujet ? En tout cas, il est clair que le rapport à l'histoire, il est fondamental, parce que le rapport à l'histoire suppose, pour étudier un texte qui a 14 siècles, un temps, un lieu, un groupe humain. À partir du moment où vous enlevez la temporalité, vous tombez automatiquement dans l'idéologie.
Et on le voit bien tout à l'heure au niveau de la scène, citation contre citation, donc en fait, le texte devient souverain et on efface complètement les lecteurs et la manière dont les gens vont mobiliser le texte comme s'il avait été produit la veille. Donc sans prendre fondamentalement cette question de la distance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le religieux, c'est un narratif, c'est un récit. Et que je dirais la grande force du récit, c'est que les gens peuvent se reconnaître dans ce que dit un récit. Donc, plus le récit est ample, est inclusif, plus il crée de la reconnaissance. Puisque la reconnaissance, elle est toujours intersubjective, la reconnaissance, elle est relationnelle. Et lorsque vous avez la reconnaissance, vous avez le sentiment d'appartenance. Et à partir du moment où vous avez ce sentiment d'appartenance, vous participez. Et ce qui est très fondamental, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce type de discours religieux exclusif arrive à faire adhérer autant de personnes. Dans le travail que j'ai essayé de faire pendant 1 an et demi dans toutes les prisons françaises en ce qui concerne cette idéologie djihadiste, il y avait 4 rêves qui étaient importants, mais le deuxième était encore le plus important. Il y avait le rêve de l'unité du monde musulman, donc on était là pour réparer quelque chose qui est lié à l'histoire, à la colonisation. Il y a le rêve de la dignité, dont je reviendrai. Il y a le rêve de la pureté, le eux et le nous, de ce que dit la pièce entre les musulmans et les mécréants. Même si à l'intérieur des musulmans, il y en a qui seraient plus musulmans que d'autres, et on voit bien comment le protagoniste dit à ses parents et aux autres que ce ne sont pas des véritables musulmans, donc on voit bien qu'il y a une véritable guerre à l'intérieur de la question de l'interprétation, et puis la question du sens au niveau de l'existence des jeunes qui, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Mais que le deuxième rêve qui me semble fondamental, c'est celui de la dignité. De la dignité, c'est-à-dire que la dignité, elle est souvent liée à l'humiliation. Et que les humiliations, les dénis de reconnaissance préparent les violences de demain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entrepreneurs de la mort qui vont se saisir de son sentiment d'humiliation pour pouvoir le retourner contre une société. Et la question que l'on peut se poser, c'est quels sont les parcours de reconnaissance, quelles sont les conditions et les possibilités pour que l'ensemble des individus puissent se reconnaître dans le récit que raconte le pays et puissent se sentir concernés au sens de participation. Et c'est là où la force de Daesh a été une espèce d'utopie monstrueuse, mais qui, lorsque j'écoutais les djihadistes, donnait du sens à leur vie, les considérait. Et donc, mais c'était des fausses considérations, finalement, parce qu'elles mènent à la mort. Et donc, il y a une espèce d'idéologie comme cela qu'il s'agit, à mon avis, de combattre à la fois dans la déconstruction des lectures religieuses, qui est très importante, mais il reste quand même une question politique qui est fondamentale, notamment dans nos rapports vis-à-vis de ces pays du Moyen-Orient, de la politique occidentale qui a été menée, et puis surtout de se dire qu'est-ce que nos sociétés ont à proposer à notre jeunesse aujourd'hui, puisque beaucoup de jeunes vivront moins bien que leurs parents. Et donc ça, c'est quand même une impasse historique sur laquelle il faut qu'on arrive à créer du lien et à créer des zones d'espérance. Je rejoins pas mal ce que vient de dire Rachid. Il n'y a pas si longtemps, cette jeunesse vivait mieux que les parents. On disait souvent que la première génération était celle qui avait le plus souffert. Et puis que la seconde génération, c'est, on va dire, radicalisée, pas au sens religieux du terme, mais en tout cas c'est durci, justement en voyant les humiliations que les parents avaient subies. Évidemment, dans mon histoire personnelle, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si on vous a dit ou si vous l'avez compris que cette histoire est aux 3/4 autobiographique, puisque la dernière partie, qui est la partie de la Syrie, ne me concerne pas. À mon époque, on ne partait pas en Syrie, c'était un pays en paix. On partait en Irak, on partait en Afghanistan, on partait au Yémen éventuellement, mais pas en Syrie. Bien sûr, alors moi j'ai décidé d'en faire un acte artistique, donc je ne peux pas... Pardon Hakim, juste pour aller dans votre sens, hein, vous dites effectivement, je vous cite, c'est important, je partage beaucoup de choses avec mon personnage, mais il y a une chose qui nous sépare, c'est que j'ai rejeté à temps l'idéologie et l'extrémisme religieux. C'est la seule chose, dites-vous, qui nous sépare, mais elle fait toute la différence. Qui fait absolument toute la différence. Mais je pense... moi je n'ai croisé... Alors,
c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers populaires, et j'y travaille beaucoup dans les quartiers populaires, donc je suis très au contact de ces personnes-là, de ces mouvements parfois, de la population musulmane, voilà, la population musulmane tout court, et puis d'autres personnes. Les problématiques sociales que l'on rencontre dans les quartiers populaires, je les connais. Et en réalité, je me suis rendu compte, avec de l'expérience aussi, avec le temps, avec les voyages grâce notamment à mon travail, qu'il y a d'autres lieux marginalisés. Il y a d'autres territoires, excusez-moi l'expression, c'est pas moi qui l'emploie, c'est des sociologues, territoires oubliés de la République. On peut prendre par exemple les zones rurales. Alors, vous parliez tout à l'heure de ces personnes-là, Naïma, qu'il n'y a pas effectivement que des gens issus de l'immigration qui partaient faire le djihad. Sûrement pas. Le deuxième volet que j'ai fini d'écrire, et qui va naître en février 2022, est une pièce qui raconte l'histoire d'Audrey, qui est une jeune femme qui est née à Châtinay, un petit village en Ardèche, qui a grandi à Châtinay jusqu'à l'âge de ses 13 ans, qui est parti à Lyon ensuite. Et je raconte tout son itinéraire, puisque j'ai eu la chance de la rencontrer, de faire plusieurs interviews avec elle, et donc de pouvoir restituer du coup cette histoire qu'elle m'a racontée, qui est absolument folle, mais qui est une histoire, voilà, quand on s'intéresse au sujet que l'on peut entendre communément. Et il faut savoir qu'il y a une grande part justement de personnes, si on parle de femmes uniquement, il y a une grande part d'occidentaux qui n'ont pas de lien originel avec l'islam et qui le connaissent beaucoup plus tard. Et cette Audrey rencontrera l'islam en première année d'université. Donc finalement, le but pour moi, et elle vient en plus d'une zone rurale, et le but pour moi c'était justement de dire concrètement, en tout cas, c'est pas de poser l'interprétation sur le texte, parce que, à mon sens en tout cas, c'est la dernière étape, celle-ci. C'est l'interprétation sur le texte, quand on en est à interpréter le texte. Avant cela, il y a, pour moi, tout autre chose. Encore une fois, je ne suis pas certain de détenir des vérités, mais je pense en tout cas qu'il y a une partie, et une bonne partie, de ceux qui sont partis en Syrie ou ailleurs, par exemple, qui ont un profil similaire quand même, et qui ont vécu plus ou moins la même chose. Et si on regarde, ne serait-ce que ceux qui sont passés à l'acte en France ces 5-6 dernières années, finalement, on va remarquer qu'ils ont les mêmes profils. Et quand on s'intéresse à leurs histoires, on se rend compte des fêlures, des brèches qu'ils ont vécues, des sans doute problématiques psychologiques que certains ont vécues à des moments ou à d'autres, et surtout cette rupture, et je la vois beaucoup, cette rupture avec le principe même de ce qu'est la République. La rupture identitaire, ce que les sociologues appellent la rupture identitaire. Il y a beaucoup de jeunes, et j'en parle dans la pièce, et moi, je sais que c'est ça qui a fait que j'ai été réceptif à un discours, c'est que je ne me sentais chez moi nulle part. Et à partir du moment où on se sent chez soi nulle part, et que quelqu'un vous propose de rentrer chez lui, vous y allez sans aucun problème. Hein, peu importe d'ailleurs ce qu'il est en train de vous dire. Donc, cette fameuse reconnaissance, justement, tu en parlais tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, Achille. Ben ouais, le principe de valorisation. Moi, par exemple, sur les quartiers populaires, je ne travaille que sur ça, que sur le principe de valorisation et sur ce principe de reconnaissance. Okay. Comment vous travaillez justement, Hakim, dans ces quartiers? Je travaille avec les vecteurs artistiques au début, évidemment, avec le théâtre, c'est ma seule technicité, entre guillemets. Non, pas contre guillemets, c'est ma seule technicité. Mais après, au fur et à mesure, vous avez parlé tout à l'heure que j'ai fondé un collectif pluridisciplinaire. Le but, c'était ça, c'était de faire en sorte, effectivement, parce que je me suis rendu compte de la puissance d'un vecteur comme le théâtre, par exemple, des vecteurs culturels, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Mais la puissance du vecteur culturel, c'est que nous sommes obligés de faire des introspections, ce que la jeunesse aujourd'hui marginalisée ne fait pas du tout. Donc quand on leur pose, par exemple, la question « Qui es-tu ?», on va avoir quasiment 100% des jeunes qui vont bugger là-dessus. On ne leur apprend pas ça, eux-mêmes n'ont pas en tout cas ce réflexe-là. La faute à qui, je n'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, ce pas des problématiques que l'on peut rencontrer par exemple à Henri IV ou au lycée Buffon. D'après encore une fois mon expérience. Et je ne souhaite pas généraliser. Il y a évidemment ce que disait Naïma tout à l'heure, c'est plus complexe. C'est encore plus complexe que ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, si on revient à la pièce, à son sujet, et effectivement à la façon dont moi je travaille, c'est uniquement sur un principe de valorisation, c'est
faire prendre conscience à la jeunesse, quand je travaille avec des jeunes, que leur destin leur appartient. Voilà. Même si ils pensent ne pas avoir les mêmes chances que les autres. Donc, ouais, c'est mon discours. Et le principe d'identification à mon propre parcours et le fait que moi j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire, malgré les difficultés qui étaient les miennes, fait que j'ai pu, je pense, du moins je l'espère, inspirer certaines personnes et changer sans doute certaines trajectoires. Voilà, c'est le seul truc dont je peux peut-être me gargariser un petit peu. Merci Hakim. De rien. Vous dites, on vient de vous entendre et on l'entend de votre pièce. C'est l'une des répliques que vous prêtez au père du personnage principal. On a toujours le choix. Ouais. C'est une réplique très forte. Qu'est-ce qu'elle éveille en vous, Naïma, Rachid? Est-ce qu'elle vous donne envie de réagir, cette réplique? C'est une vérité éternelle. Nous avons toujours le choix. Ça fait du bien de le rappeler. Donc cette pièce le fait. Mais ce choix n'est pas toujours le bon, pour soi en tout cas, et pour la société dans laquelle on vit. Je rejoindrai vos propos aux uns aux autres sur un aspect, c'est que il y a un terreau, vous l'explorez. Là, il s'agit de ce terreau-là, il y en a d'autres. Ce terreau-là, c'est celui d'une famille plutôt intellectuellement instruite, qui fuit une Algérie traversée par les violences islamistes dans les années 90. On aurait pu avoir un autre parti pris, celui d'une autre sociologie, celle d'une immigration ouvrière non instruite pour des raisons liées au fait colonial. Et tout à l'heure, Rachid parlait d'un axe important dans ses travaux auprès des publics dits djihadistes. C'est celui de la question de la dignité et de la reconnaissance. Moi, j'apporterai ma pierre à la discussion en parlant simplement de la question d'une non-transmission, d'une absence, d'une amnésie sur autre chose que le fait religieux, qui construirait une identité, j'allais dire, franco-maghrébine, constitutive d'un héritage qui n'est pas dit. C'est celui d'un patrimoine des luttes pour la dignité, des luttes sociales, des luttes politiques, y compris décoloniales, qui ne sont pas transmises, d'un patrimoine des luttes, j'allais dire, sociales, celle des ouvriers. Donc une histoire ouvrière qui n'est pas transmise non plus dans notre pays. Et quand vous parlez de république, d'identité, de pacte social, j'ai envie de dire, c'est ce que je lis dans votre pièce, ce pacte social doit s'enrichir de ces silhouettes-là, de cette narration. Je pense que je reprends tes termes, Rachid. Cette dignité ne pourra pas se construire si on ne raconte pas. Pourquoi? Ces populations sont françaises. Peut-être qu'Hakim, on l'a interpellé en tant qu'Algérien et pas franco-algérien. Après, je ne vous définirai pas à votre place. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, mais la dimension française est souvent absente dans le regard d'autrui, parce que dans le récit collectif, dans la mémoire collective, et plus largement dans l'autodésignation, on ne s'inscrit pas dans une narration de l'histoire de France parce qu'on n'est pas outillé. Et on va dire que passer on a eu ce débat ailleurs avec Rachid, d'une lecture marxiste-léniniste de l'histoire à une lecture, j'allais dire presque du corps social par le fait religieux des Français musulmans. Il y a peut-être une solution entre les deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin de revoir cette narration, cette mémoire collective à l'aune de ces présences, ces héritages, ces luttes qui font de ces populations une partie de la communauté nationale, avec toutes ces trajectoires, ces empilements de trajectoires. Je parlais de l'immigration des années 90, on pourrait convoquer celle de la Première Guerre mondiale. L'immigration algérienne en France, c'est une immigration ancienne, plurielle et complexe. Et je pense que pour répondre à ces enjeux d'identité et à ces pathologies dont l'islam radical est aussi l'une de ces pathologies, il y a la question de la délinquance, de la toxicomanie dans les années 80. Enfin, il y a plusieurs pathologies. Et je pense qu'aujourd'hui, cette narration est importante, cette mise en récit sur les scènes de théâtre, dans les livres d'histoire, dans nos musées ou dans les médias est nécessaire et devient plus qu'urgente. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci Naïma. Il est temps pour nous de passer aux questions que vous êtes nombreux à vous poser, à nous poser également. Et donc, je voudrais qu'on laisse la parole aux spectateurs, même si vous êtes à distance, vous êtes avec nous ce soir. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre. On a de
de très beaux retours de spectateurs sur cette pièce. Je tiens à vous le faire savoir, Hakim, et à le faire savoir à toutes les équipes artistiques et techniques ce soir. Une question qui vous est adressée, Hakim, peut-être pour commencer, elle vient de Michel, qui nous pose la question suivante. Hakim, bravo, nous dit-il, et quel est votre rapport à la religion aujourd'hui ? Alors, mon rapport à la religion aujourd'hui, il est très personnel. Bien sûr, vous avez le droit de pas répondre. Quand je dis qu'il est très personnel, c'est pas au sens je ne peux pas en parler. Très personnel, c'est qu'au sens où je pense que personne ne peut interférer dedans. Je crois, enfin en tout cas je ne donne aucun droit à personne d'interférer dans la façon dont moi je vois les choses, que je n'impose à personne d'ailleurs, hein, en tout cas d'un point de vue religieux. Et puis la relation que j'ai avec Allah. Donc je pense que la religion souffre aujourd'hui de quelque chose qui est assez... c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'interprétation. Effectivement, c'est assez difficile d'expliquer que sur une seule et même interprétation, il puisse y avoir, par exemple, un mouvement soufi qui prône l'amour inconditionnel, et puis d'un autre côté, des gens qui rentrent dans une salle de concert et qui tuent 130 personnes. C'est assez difficile de se dire qu'à partir du même support, nous avons effectivement deux extrêmes aussi incroyables. C'était quoi la question déjà ? La question, c'était votre rapport à la religion. Mon rapport à la religion, ben voilà, il est ce que je pense qu'il devrait être pour chacun, c'est-à-dire personnel, intime et sans injonction. Voilà, ça c'est quelque chose. Sans injonction, c'est quelque chose qui pour moi est important, encore une fois. Je la conçois parfaitement, l'injonction dans les religions. C'est un choix, encore une fois, qui m'est personnel, et c'est pas quelque chose que j'enseignerai forcément ou que je dirai à d'autres. Vous me posez la question, je vous réponds de manière honnête, mais je ne conçois pas l'injonction. Je prie, je fais le ramadan, puis je suis pèlerin 2 fois. Donc, mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, je n'accepte pas que l'on vienne me faire le rappel, par exemple. Le rappel, vous pouvez décrire ? Oui, c'est-à-dire que, par exemple, pour ces mouvements-là, le rappel, c'est primordial. Pour ces mouvements extrêmes, le rappel, c'est d'aller, justement, c'est une obligation de musulmans, d'aller voir d'autres musulmans, ou pas forcément, et puis de leur rappeler, effectivement, la nécessité de pratiquer quotidiennement, d'être dans la religion, ne pas se faire pervertir, etc., etc. Donc, en fonction de la mouvance dans laquelle on se trouve, le discours est plus ou moins extrême ou pas. Et ce rappel est pour moi une des tares aujourd'hui, parce que concrètement, n'importe qui s'improvise prophète. Et comme on explique que c'est une obligation, comme les prédicateurs expliquent que c'est une obligation pour chaque musulman, donc finalement personne ne s'y soustrait, tout le monde a l'impression d'avoir l'aval pour le faire, donc tout le monde le fait, et finalement on peut se retrouver avec des scènes complètement ubuesques où un gamin de 13 ans, 14 ans, dans une cité, est en train de faire le rappel à un Shibani qui a 50 ans ou 60 ans de prière derrière lui, ou 60 ans de pratique derrière lui, et que ce Shibani le regarde avec peur. J'ai déjà vu ça de mes propres yeux, et pas qu'une fois. Donc, voilà, je suis contre ça, je suis contre l'intervention d'autres personnes dans le religieux. Merci pour cette réponse, Hakim. Nous avons une autre question qui est destinée à Naïma. Elle nous vient de Céline. Céline voudrait, Naïma, vous entendre développer une idée que vous aviez évoquée tout à l'heure, la France Black Bomber, qu'on voit d'ailleurs dans la pièce, 12 juillet 98, la Coupe du Monde, la France a gagné la Coupe du Monde. Cette image qui, c'est vrai, s'est imposée très vite sur le débat public, dans les consciences. Qu'est-ce qu'elle recouvre en réalité ? Elle recouvre un flux et un reflux de la manière dont on perçoit des populations des quartiers populaires, et notamment les Maghrébins, dans l'imaginaire collectif. Pour répondre à Céline en 2 mots, au début des années 80, autour de la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, un engouement sous les premières années Mitterrand pour cette jeunesse, qu'on dit jeunesse immigrée, qui demande l'égalité, la citoyenneté et l'arrêt des violences, va déclencher ce qu'on appelle la mode beurre. On va parler des beurs, le beurre is beautiful, comme le black is beautiful, va laisser place à une suspicion, notamment du fait religieux, autour de la question du voile de 2 fillettes à Creil en 89,
de la question de l'islam qui fait peur, avec la théorie du choc des civilisations qui va se cristalliser au moment de la guerre du Golfe en 91, quand on va avoir peur d'une cinquième colonne, d'un ennemi intérieur que serait cette jeunesse arabe dans les quartiers, alors que le monde occidental s'élève contre Saddam Hussein. Et ensuite, au milieu et à la fin des années 90, après ce qu'on appelait les années banlieue, c'est les années du film La haine en 95, l'arrivée sur la scène culturelle des rappeurs, NTM, etc. Et ces années banlieue vont remplacer les années beurre. À la fin des années 90, un retour un peu plus positif avec les chanteurs de rails à moustache, 1, 2, 3 Soleil, et les 2 buts, notamment de la tête de Zinedine Zidane, un 12 juillet 98, comme vous l'évoquez dans la pièce, va enflammer les cœurs et promouvoir le rêve d'une France blanc-beurre métissée, qui sera cette jeunesse flamboyante des Champs-Élysées, qui va résoudre tous les problèmes, comme par magie, des quartiers, de la violence, de la pauvreté, des discriminations, et leurs pendants que sont la délinquance, la toxicomanie et autres maux sociaux, avec la rénovation urbaine qui bat son plein. C'est un petit peu ça, cette courbe en dents de scie dans les perceptions. C'est aussi les années autour de l'ennemi public numéro 1, Khaled Kelkal, les attentats liés à ces années noires en Algérie, en 95 notamment, les prises d'otages Air France, l'attentat vers Saint-Michel. Donc on est vraiment comme ça dans un paradoxe, à la fois entre une imagerie positive et ces violences qui explosent aussi chez nous en France et qui mettent en scène ces populations des quartiers et ces populations venues d'Afrique du Nord. Donc voilà un peu pour répondre rapidement, cette chronologie chaotique qui va nous amener jusqu'au 11 septembre 2001. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est la suite de ces soubresauts qui sont à la fois d'une géopolitique mondiale et d'une histoire très locale. Merci pour cette réponse très complète. Une autre question nous est adressée par Sébastien, elle vous concerne, Hakim. Sébastien nous demande, lui d'abord, bravo pour ce spectacle, un spectacle très intense. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Pourquoi ne pas avoir choisi de montrer comment vous vous en êtes sorti? Ah, c'est intéressant. Parce que ça va être montré à travers une série télévisée. Voilà Sébastien. Je crois que c'est tout. Non, parce que en réalité j'ai écrit cette pièce parce que pendant des années et des années, une question m'a taraudé. C'était de savoir, si je n'avais pas rencontré le théâtre dans ma vie, comment est-ce que j'aurais pu finir. Une des réponses possibles qui m'a un temps obsédé, c'était de partir. C'était que j'aurais pu, effectivement, parce que je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste. Je suis un peu jusqu'au boutiste, oui. Oui. Donc j'aurais pu partir. Et finalement, c'était ça que j'ai exploré pour aussi le rendre contemporain avec le conflit syrien, avec ce qui se passe en Syrie, avec l'implantation de Daesh, etc. Et aussi pour faire en sorte que les gens se reconnaissent. Et d'ailleurs, on oublie même que tout ça a eu lieu il y a 20 ans. C'est-à-dire que les dates du début, etc., les gens, j'ai déjà eu des remarques de personnes qui me disaient on pensait que vous alliez nous parler des années 90, au début des années 2000. Mais en fait, en réalité, le défilement des années, le fait qu'on en arrive à un conflit contemporain, fait qu'effectivement, on arrive à... Oui, ça devient universel, ça touche absolument tout le monde. Mais je pense que si je l'avais décrit ma propre histoire, ça aurait pu être tout aussi universel et amener une touche d'espoir supplémentaire qui, à mon sens, est primordiale à véhiculer parce que c'est aussi une réalité des quartiers populaires. C'est tous ces hommes et ces femmes qui deviennent des vraies personnalités, qui deviennent des gens qui comptent dans cette société, qui ont une voix qui porte, qui font de très très belles choses pour la communauté, pour la notion de faire société. Donc j'aurais pu, effectivement, en racontant mon vrai itinéraire, c'est-à-dire de l'homme qui s'en est sorti et qui a réussi à atteindre son rêve, aurait été peut-être plus
optimistes, plus voilà. Mais je l'ai fait parce qu'on m'offre l'opportunité de le faire aujourd'hui à travers la télévision. Donc je me suis dit que c'était évidemment ça qu'il fallait raconter. C'est-à-dire, je crois que les gens ont besoin de se dire que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, qu'il y a des nuances de gris et qu'on peut parfaitement... je vais juste raconter une toute petite anecdote très rapide parce que elle est importante. J'ai lu dans les réseaux sociaux, sous la page de Parole citoyenne du festival, un truc sur ma propre pièce, où il y avait un monsieur qui ne l'avait pas vu mais qui disait « Pardonner ?» point d'interrogation, jamais. Et un autre qui expliquait que personne ne pouvait revenir. Il n'y a pas de repentance quand on est radicalisé à un moment de sa vie. Bon, c'est beaucoup d'ignorance tout ça, et puis c'est beaucoup de bêtises. Et je me suis dit, effectivement, que si j'avais raconté ma vraie histoire, d'abord personne ne serait venu me dire quoi que ce soit sur l'histoire, puisque c'est la mienne, donc c'est une vérité. Ce n'est pas la vérité, mais c'est une vérité. Donc déjà, on annihile ce côté-là de la discussion, et on va réellement au fond. Et le fond, c'est qu'effectivement, il y a des gens, il y a l'histoire du choix, et je le revendique encore une fois, et c'est très important. J'ai fait des mauvais choix, et j'en ai fait des très très bons après, et qui m'ont permis de devenir celui que je suis, et j'en suis fier. Mais il est évident que la question du choix est une question importante qui se pose réellement, quoi. Mais pour répondre à Sébastien, oui, je vais raconter mon propre itinéraire à travers un autre support. Merci Hakim, on a hâte de le découvrir. Une dernière question qui sera adressée, qui vient aussi du public et qui sera adressée, a été adressée à Rachid, mais je vais me permettre de la poser à Rachid et Naïma. J'ai fait allusion tout à l'heure au fait, dans votre présentation respective, que vous aviez tous les deux décidé d'écrire, de prendre la plume, de réaliser des documentaires. Et la question qui était posée initialement à Rachid, c'est pourquoi avez-vous décidé, et donc Naïma, je vous pose la même question un jour, de prendre la plume, c'est-à-dire de sortir de cette figure de l'enseignant-chercheur, que je me permets de résumer en ces deux mots, qui est très caricatural, et je vous prie de m'en excuser, pour tout d'un coup occuper un autre terrain, celui de l'auteur. Je dirais que ce soit la littérature ou à travers le roman ou les pièces de théâtre, pour moi, c'est une rhétorique du sensible au service du sens. C'est-à-dire que quand j'écris des articles scientifiques de sciences politiques ou en ce qui concerne l'islamologie, on a affaire à des concepts, on a affaire à, je dirais, à une rigueur méthodologique qui est très importante. On essaie de rester le plus froid, à distance pour analyser des phénomènes. Et on se rend compte que aujourd'hui, dans l'espace public et médiatique, il est très difficile d'introduire de la nuance et de la complexité dans le débat, parce que nous avons une société qui se polarise de plus en plus. Et donc la question, c'est comment faire pour donner à penser à la société en complexifiant, en compliquant les intrigues. Il n'y a pas une seule intrigue. J'ai travaillé sur le parcours de ces djihadistes. Aujourd'hui, il n'y a pas de parcours type, ça n'existe pas. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des jeunes brillants intellectuellement qui avaient fait de longues études, qui avaient adhéré à cette idéologie. Donc c'est pas simplement des pathologies sociales ou économiques ou psychologiques, il y a un discours là qui me semble assez profond. Mais ce qui m'intéresse dans le théâtre, la littérature, c'est qu'en fait une société, elle vit sur un imaginaire. Et que sur scène, on présente un monde. Donc on entre en imagination, on peut entrer en sympathie, mais d'un seul coup, vous faites l'expérience, à un moment, pendant 1 heure, 1 heure et quart, de vivre autre chose. C'est-à-dire que les références de votre quotidien sont complètement balayées. On vous propose un autre monde et vous êtes en train de le vivre avec à la fois votre esprit, mais aussi votre corps. C'est-à-dire que dans la littérature et dans le théâtre, le corps est engagé. Et tant que le corps n'est pas engagé, tant que l'émotion n'est pas engagée, ça devient de plus en plus difficile de saisir le monde. Et c'est pour ça que la littérature m'intéresse, parce que pour moi, c'est un autre espace de création, de bouleversement des imaginaires, des sensibilités. Mais je tiens en tout cas, j'y tiens beaucoup à garder, en tout cas, cette posture aussi de chercheur qui me permet aussi de pouvoir un peu prendre de la distance par rapport à cela. Merci, merci. Je dirais pour Rachid,
par appétence et par talent quand même, il ne le dira pas lui, mais moi par appétence, mais aussi par humilité, parce que quand on est chercheur, qu'on publie, que nos pairs nous valident, on va dire ça comme ça, hein, on se fait valider dans le milieu de la recherche, je dirais qu'on ne touche pas toujours notre public. Parce qu'il faut parler de public aussi. Et peut-être que, à l'instar d'Hakim et des hommes et des femmes de théâtre, on a envie d'être entendu, d'être lu, d'être reçu, en tout cas dans ce qu'on dit. On ne peut pas faire le constat, comme le fait Rachid et Hakim, d'un manque j'allais dire, de récit, d'un besoin de mise en récit, et de ne pas nous-mêmes contribuer à cette mise en récit. Et quand on écrit un livre d'histoire, on va dire qu'on y contribue, mais qui nous lie vraiment, hein. On peut être humble là-dessus et dire que nos pairs sont convaincus par ce que nous disons, et que même si nous apportons des avancées réelles en termes de récits, d'archives, de construction, de capitalisation de récits, il faut toucher notre public. Moi, pour ma part, j'ai une humble contribution dans le domaine de la comédie musicale ou dans le documentaire. On ne touche pas les mêmes publics, et cet élargissement du spectre et de la mise en récit participe, comme votre pièce de théâtre, à la solution, c'est celle du dialogue, de la rencontre et de cette empathie dont Rachid parle, qui est nécessaire pour partager et se rencontrer. Et cette empathie, je l'ai ressentie ce soir, donc je vous en remercie. Et j'espère que les uns et les autres, nous allons contribuer à cette mise en récit, à cette mise en partage, qui pourra peut-être permettre de faire certains choix et pas d'autres. En tout cas, je pense que c'est votre volonté. Oui, c'est ma volonté, absolument. Je voulais juste dire un tout petit mot, parce que je trouve que ce que dit Naïma est très important, et ce qu'a dit Rachid juste avant est très important. Pour moi, c'est eux qui devraient intervenir, par exemple, lorsqu'on parle de ces sujets-là. J'aimerais voir Naïma sur un plateau de télévision, j'aimerais voir Rachid sur un plateau de télévision. Même si ça a dû être le cas, mais pas assez. Sûrement pas assez. Et il y a plein de gens aussi qui sont issus de l'immigration ou qui sont spécialisés dans un certain nombre de questions, théologiquement parlant et spirituellement parlant, etc., et qui peuvent apporter des éclairages extraordinaires à plein de gens. Moi, j'incite beaucoup les jeunes en général dans mon travail à faire en sorte qu'ils s'éduquent. Je leur propose, je leur dis, même si vous n'êtes pas d'ailleurs musulman, lisez le Coran. Remettez les choses dans leur contexte d'abord, et puis ensuite, sans doute, vous le comprendrez mieux dans un premier temps. Mais il y aura sans doute des passages qui vous paraîtront suspects ou qui vous paraîtront... Il faut à ce moment-là replacer dans son contexte. Moi, je trouve important, essentiel, et je crois avoir entendu un jour Rachid le dire à travers une interview, il me semble que c'est important que l'islam, en tant que religion monothéiste et qui regroupe près de 2 milliards de personnes aujourd'hui, je crois que je ne me trompe pas en annonçant ce chiffre, est une religion qui doit marcher en phase avec notre société contemporaine. Voilà, avec notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas effectivement revenir à la vie comme à l'époque du prophète il y a 1500 ans, à se remettre du crawl, à manger avec les mains, etc. Ça y est, on a dépassé tout ça, on vit maintenant dans un autre monde, et on peut. Il y a plein de gens qui le font. La grande majorité d'ailleurs de la population musulmane le fait, et est très à l'aise avec le principe de la République d'un côté, et puis avec leur pratique de l'autre côté, et qui ont envie de créer des ponts. Parfois, ils ne se sentent pas les épaules pour pouvoir le faire. Donc, il y a aussi beaucoup ce sentiment d'abandon que moi, je vois parfois, souvent. Mais ce que je voulais vraiment dire à travers mon intervention, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin pour viser juste, pour toucher juste, et pour donc éradiquer un certain nombre de problématiques, parce qu'aujourd'hui, on ne les compte plus, et il y en a beaucoup qui sont liés. Il faut qu'il y ait des gens comme ça. Justement, Naïma disait qu'ils ont du mal à trouver leur tribune. Moi, j'en appelle à la jeunesse, j'en appelle à tout le monde finalement, pour que justement ils aillent se renseigner sur ce que disent ces théologiens, ce que disent ces spécialistes qui ont travaillé pendant des années sur ces sujets-là, ce qu'ils disent de l'islam, ce qu'ils disent de notre société, etc. etc. Et c'est là où on va, à mon sens en tout cas, commencer à apercevoir les fameuses nuances qui sont nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, tout est blanc ou tout est noir. Et la complexité
à mon sens, en tout cas, elle est primordiale. J'ai voulu ce texte un peu complexe. Je suis heureux que tu l'aies trouvé complexe. Je trouve que la complexité de Lettre à Nour, par exemple, que Rachid a écrit et que j'ai lu, et que je l'ai félicité tout à l'heure d'ailleurs, va dans ce sens-là aussi. C'est extraordinaire. Mais ça nous donne à voir les choses vraiment autrement. Et on a besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Donc, j'ai fait... les patrons de chaînes de télévision, hein, s'il y en a qui regardent, hein, si vous voulez faire un débat sur l'islam, invitez-les. Merci Hakim, c'est ce qu'on a essayé humblement de faire ce soir dans cette soirée. Bravo à vous. Merci à vous tous, bravo. Merci Rachid, merci Naïma, merci Hakim d'avoir été avec nous, merci pour cette très belle soirée que vous nous avez offerte. Je donne rendez-vous à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir après-demain au Théâtre Antoine à 19h pour le prochain rendez-vous de Parole citoyenne. Ce sera Les Femmes de Barbe Bleue, un très beau spectacle où on réinterprétera le conte de Charles Perrault, ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'ambition de ce qu'est le festival Parole citoyenne. Merci à tous, on vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir.